Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Abolition de la peine de mort. Et CONSTITUTIONNALISME en Afrique. Étude africaine. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akor. Dernière parution. Yaya Koné, Anthropologie de l'athlétisme en Afrique de l'Ouest, la condition de l'athlète, 2011. Anna Monsieur Diagne, Sacha KESSELER, Christian Meyer, édition, Communication Wolof et Société sénégalaise. Héritage et création, 2011. Fabrice AGYUNENDONE, Changement social chez les Maquina du Gabon, 2011. BH Moussavou, Prison africaine. Le cas du Gabon, 2011. MOTAZEAK. AM, la sociologie de Jean-Marc Ella, 2011. Léon Modeste NNANG Ndong, l'effort de guerre de l'Afrique. Le Gabon dans la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1947, 2011. Joseph MBOUOMBOUONDAM Souladir, La microfinance à la croisée des chemins, 2011. Benoît AWAZIMBAMBIKUNGUA, De la postcolonie à la mondialisation néolibérale, radioscopie éthique de la crise négro-africaine contemporaine, 2011. Anne Cousin, Retour tragique des troupes coloniales, Morlaix-Dakar, 1944-2011. Opiel EBIATSA, Fondement de l'identité et de l'unité tech, 2011. Patrice MOUNDOUNGAMOUITY, Transition politique et enjeux post-électoraux au Gabon, 2011. Bawa Mahaman, La nouvelle génération d'Africains. Quand les idéalistes d'hier plient face au système, 2011. Ghislaine SATHOUD, Rendez aux Africaines leur dignité, 2011. Théodore Nikwe GAYIBOR, Sources orales et histoire africaine, 2011. Jean-Christophe Boungou Bazika, Entrepreneurial et innovation au Congo-Brazzaville, 2011. Papa Momar Diop, Guide des archives du Sénégal colonial, 2011. Pius Ngandun Chama, Guerre africaine et écriture historique, 2011. Alphonse Aya, La fonction publique congolaise. Procédure et pratique, 2011. Dieudonné MEYOMENKOGHE, Les Fang au XIXe et XXe siècle, 2011. Table d'acronymes ou ABBREVIATIONS. ACDC, Alliance congolaise des démocrates chrétiens. AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo. AFDL, Alliance des forces démocratiques de libération. AMP, Alliance de la majorité présidentielle. ARC, Alliance pour le renouveau du Congo. CDC, Convention des démocrates chrétiens. CEPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. CNDP, Conseil national pour la défense du peuple. CNS, Conférence nationale souveraine. CODECO, Coalition des démocrates congolais. CODESRIA, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. CP, Camp de la patrie. CPI, Cour pénale internationale. CSJ, Cour suprême de justice. DCFCOFEDEC, Démocratie chrétienne fédéraliste, Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne. EIC, État indépendant du Congo. FAR, Forces armées rwandaises. FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. FONUS, Force novatrice pour l'union et la solidarité. FPR, Front patriotique rwandais. MLC, Mouvement de libération du Congo. MP, Majorité présidentielle. MPR, Mouvement populaire de la Révolution. MSDD, Mouvement Solidarité pour la démocratie et le développement. MSR, Mouvement social pour le renouveau. NBP, Notre beau pays. ODAPR, Organisation autonome du peuple pour le renouveau. ONGS, Organisation non gouvernementale. ONU, Organisation des Nations Unies. PA, Parti pour l'action. PAGE,
Commission politique administrative et judiciaire. PALU, Parti lumumbiste unifié. PANU, Parti de l'Alliance nationale pour l'unité. PDG, président-directeur général. PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. RCD, Rassemblement congolais pour la démocratie. Rez-de-chaussée, République démocratique du Congo. RCD-KML, Rassemblement congolais pour la démocratie Kisangani, Mouvement de libération. RCPC, Rassemblement des chrétiens pour le Congo. RTNC, Radio-Télévision nationale congolaise. SADC, Southern African Development Community. Communauté de développement de l'Afrique australe. TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda. TRII, Tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie. TSSL, Tribunal spécial pour la Sierra Leone. UA, Union africaine. UDEMO, Union des démocrates mobutistes. UE, Union européenne. UNC, Union pour la nation congolaise. UNIKIN, Université de Kinshasa. UNISA, University of South Africa. Avant, propos. Le jeudi 18 novembre 2010 et la session ordinaire de l'Assemblée nationale de septembre à décembre 2010 n'était absolument pas un jour et une session comme les autres en République démocratique du Congo. Ils étaient sans précédent, historiques. En tant que représentants de la nation, les députés nationaux avaient rendez-vous avec l'histoire sous le regard sévère des générations passées et des ancêtres dans cet univers philosophique africain où les morts, qui ne sont pas morts et qui ne sont jamais partis, se joignaient aux générations présentes et futures pour se tourner vers leurs représentants d'une mandature qui débattait d'une proposition de loi sur l'abolition de la peine de mort qui constituait une des questions de société les plus sensibles et les plus importantes qui soient, parce qu'elle touche au droit à la vie sans laquelle il n'y a ni État, ni peuple, ni société. La proposition de loi portant abolition de la peine de mort était l'une de celles dont plusieurs partis politiques et leurs députés à l'Assemblée nationale ne voulaient pas du tout entendre. Déposée au bureau de l'Assemblée nationale en date du 18 décembre 2007, c'est-à-dire dès la première année de la première législature de la Troisième République, commencée au mois de septembre 2006 après l'élection des députés intervenue le 30 juillet de la même année, cette proposition de loi 2 avait été transmise au bureau d'études pour examen. Peu après son dépôt, une autre proposition de loi portant sur le même objet avait été déposée par l'honorable Raphaël Nybabirungumwene Songa, député national élu sur la liste du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, dans la circonscription électorale de Rutshuru dans la province du Nord Kivu et professeur à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, UNIKIN. Confronté à deux propositions de loi portant abolition de la peine de mort, le bureau d'études avait retenu ma proposition après avoir conclu qu'elle était non seulement antérieure à celle de mon collègue, mais qu'elle était également la mieux élaborée. 3. En conséquence, elle était inscrite au calendrier de la session de l'Assemblée nationale de septembre à décembre 2008 dans la rubrique Banque de données. Elle ne fut cependant pas présentée lors de cette session. Elle était reprise au projet d'ordre du jour de la session de mars à juin 2009, mais attribuée malencontreusement à l'honorable NYABIRUNGU. L'honorable Robert Ilunga Kambal Amuaza, élu député national dans la circonscription électorale de Chikapa dans la province du Kasaï occidental sur la liste du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, était alors intervenu en plénière lors de l'adoption du calendrier définitif de la session pour obtenir la correction quant à l'identité du véritable auteur de cette proposition de loi. Malheureusement, la proposition de loi ne fut pas non plus débattue au cours de cette session et elle disparaîtra du reste du calendrier de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de septembre à décembre 2009. En l'absence de l'auteur de la proposition de loi,
Une seconde tentative de l'honorable Robert Ilunga de la faire revenir à l'ordre du jour de la session ordinaire de mars à juin 2010 était étouffée dans l'œuf par la même plénière qu'il avait pourtant déjà inscrite à l'ordre du jour de la session de septembre à décembre 2008. En conséquence, le bureau de l'Assemblée nationale avait considéré que cette proposition de loi ne pouvait plus être discutée. Elle ne figurait pas à l'ordre du jour de la session ordinaire de septembre à décembre 2010. Profitant néanmoins du débat général sur la proposition de loi portant mise en œuvre du statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale, CPI, introduite par les honorables Raphaël Nybirungumwene Songa et Crispin Mutumbe, l'auteur faisait ressusciter la proposition de loi portant abolition de la peine de mort au travers des apostrophes. Une motion incidentielle exigeant sa discussion préalable au motif que le statut de Rome signé et ratifié par notre pays ne prévoyait pas la peine de mort parmi les peines qui sanctionnent les auteurs du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et appelait donc à son abolition. Cette motion incidentielle avait été soulevée au cours de la plénière présidée par l'honorable Boris Mbuku-Laka, député national élu sur la liste de l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, dans la circonscription électorale d'Idiofa, province de Bandundu, et premier vice-président de l'Assemblée nationale qui assurait ce jour-là l'intérim de son président. Cette motion incidentielle avait miraculeusement attiré l'attention de ce dernier qui se trouvait en dehors de Kinshasa, et qui ordonnait son inscription à l'ordre du jour de la conférence des présidents pour être soumise à la plénière comme un nouveau point à discuter au cours de la session de septembre à décembre 2010. La plénière l'ayant approuvée presque à l'unanimité, la proposition de loi portant abolition de la peine de mort était effectivement débattue au cours de la séance de jeudi 18 novembre 2010, soit 3 ans après son introduction. L'importance de la question était telle que la plénière du 18 novembre et celle de jeudi 25 novembre 2010 qui clôturait le débat sur la proposition de loi portant abolition de la peine de mort, étaient toutes les deux présidées par le président de l'Assemblée nationale en la personne du professeur Évariste Boshabmabuddejimiabil, ENG, député national élu de la circonscription électorale de Mouéka dans la province du Kasaï occidental sur la liste du PPRD. La présentation de la proposition de loi portant abolition de la peine de mort tendait à réaffirmer notre respect le plus absolu au droit à la vie de toute personne humaine, et ne constituait nullement une prime à l'endroit des criminels. Au moment où le livre inspiré par cette proposition de loi est enfin mis à la disposition du public, ma pensée va d'abord à ces milliers, voire des millions d'hommes, de femmes et d'enfants dont le droit sacré à la vie avait été violé à un moment ou un autre de notre histoire, et qui avaient été arrachés de cette terre des hommes par des actes d'assassinat, de meurtre, d'empoisonnement, de viol, et d'intolérances diverses caractéristiques d'une certaine barbarie humaine. Je me dois ensuite de remercier le bureau de l'Assemblée nationale ainsi que je l'avais déjà fait du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, pour avoir enfin rendu possible la présentation de cette proposition de loi, et donner à la représentation nationale l'occasion tant espérée et même rêvée de pouvoir débattre de l'abolition de la peine de mort, longtemps considérée comme une question taboue dans le pays depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Au sein du bureau, mention spéciale doit être accordée aux honorables Boshab, Mbuku et Bopolo, respectivement président, premier vice-président et questeur adjoint de l'Assemblée nationale. J'avais fait la connaissance de Maître Boris Mbuku et de l'honorable Bopolo à l'Assemblée nationale, et il s'était rapidement imposé parmi les amis les plus sincères à l'hémicycle et au sein de la classe politique congolaise. Plus ancienne et également profonde était l'amitié de Boris Mbuku, qui ne m'avait jamais fait défaut, alors que nous n'appartenions pas à un même parti ou famille politique et que nous ne partagions pas toujours le même vue. Au sujet de la peine de mort, par exemple, il respectait et croyait en la solidité d'une argumentation à laquelle il ne trouvait rien à redire nonobstant sa position personnelle suivant laquelle la peine de mort ne pouvait pas être abolie dans l'immédiat, et qu'il disait dictée par l'opinion majoritaire de son électorat dans le territoire d'Idiofa, province de Bandundu. Il faut ici révéler le fait que mon jeune collègue qui s'était fait remarquer à l'Assemblée nationale depuis la période de transition avant d'occuper la seconde place au sein du bureau,
avait plus d'une fois profité d'un séjour à Paris pour me ramener, à ses frais et de sa propre initiative, une documentation qui allait s'avérer désastreuse pour les rétentionnistes qui avaient ainsi tort de le compter parmi les leurs. Loin d'être absolu, son rétentionnisme était par contre assimilable à un abolitionnisme relatif. Pour sa part, le président Évariste Boshab est un aîné que j'ai connu à la faculté de droit de l'UNIKIN, avant que nous ne nous retrouvions tous les deux comme professeurs au sein du département de droit public interne dont il était le chef. Nous avons ainsi entretenu des relations empreintes d'admiration et de respect mutuel, malgré certaines de nos divergences scientifiques et politiques. L'honorable Boshab avait remplacé son camarade Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale. Il est important de s'étendre un peu sur le départ de l'honorable Vital Kamerhe, du bureau de l'Assemblée nationale qui allait changer le paysage politique congolais. 4. Député national du PPRD élu dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, l'honorable Kamerhe avait été contraint de démissionner pour avoir tenu des propos jugés inacceptables par son parti et par la majorité à laquelle il appartenait, l'Alliance de la majorité présidentielle, AMP, qui avait constitué une coalition de gouvernement avec le Parti Lumumbiste Unifié, PALU, et l'Union des démocrates mobutistes UDEMO. Transformée en majorité présidentielle, MP, depuis le mois d'avril 2011, l'AMP était un groupement de partis politiques constitué autour du PPRD pour soutenir la candidature du président Kabila à l'élection présidentielle de 2006. Le PALU d'Antoine Gizenga et l'UDEMO de Joseph Nzanga Mobutu s'étaient joints à l'AMP au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle pour assurer la victoire de Joseph Kabila, son candidat, en faisant échec à Jean-Pierre Bemba, candidat du Mouvement de libération du Congo, MLC. Le désamour entre le président Kamerhe avec son parti et sa famille politique avait atteint son paroxysme après une déclaration qu'il avait faite à la radio France Internationale, RFI, et qui avait été largement diffusée par plusieurs autres médias en janvier 2009. Dans cette déclaration courageuse, le président de l'Assemblée nationale avait exprimé sa surprise et même sa désapprobation de la décision du président de la République qui, de concert avec son homologue rwandais Paul Kagame, avait autorisé l'armée rwandaise d'entrer sur le territoire congolais, afin d'y combattre les forces négatives aux côtés des forces armées de la rez-de-chaussée, FARDC. Ces forces négatives comprenaient des groupes armés congolais tels que le MEME, les rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP de Laurent Nkunda, et surtout les rebelles rwandais des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, constitués d'anciens éléments des forces armées rwandaises, FAR, qui avaient été accusés de génocide et avaient fui le Rwanda à l'avènement du Front patriotique rwandais, FPR, du président Paul Kagame. Le président Kamerhe avait déploré le fait que ni l'Assemblée nationale ni lui-même n'avaient été préalablement consultés pour une décision si importante. Son parti, le PPRD et la majorité à laquelle il appartenait, l'AMP, avaient alors estimé que ces propos constituaient un crime de lèse-majesté à l'endroit du président de la République, l'autorité morale du PPRD et de l'AMP, et qu'il devait par conséquent démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale pour indiscipline caractérisée et outrage au chef dont les décisions ne pouvaient souffrir d'aucune contestation. Contrairement aux autres membres de son bureau, l'honorable Kamerhe refusa d'obtempérer en arguant que son mandat était national, qu'il n'avait pas d'injonction à recevoir de son parti ou de sa famille politique, et qu'il ne pouvait démissionner que devant la plénière de l'Assemblée nationale qu'il avait élue. Il quitta finalement le perchoir selon ses propres termes et conditions, en démissionnant devant la plénière de l'Assemblée nationale, permettant ainsi à celle-ci de se choisir un nouveau bureau en avril 2009. De nombreuses personnes se demandent aujourd'hui si son tort ou sa grandeur aura probablement été d'avoir eu raison trop tôt, et contre le plus grand nombre ou la quasi-totalité de ses camarades. L'histoire retiendra néanmoins que c'est finalement sous la présidence du professeur Évariste Boshab que la proposition de loi portant abolition de la peine de mort aura été discutée par l'Assemblée nationale de la rez-de-chaussée, alors qu'elle avait été introduite sous le bureau précédent. Je me dois aussi de remercier tous les députés nationaux de la première législature de la Troisième République,
plus spécialement ceux qui étaient intervenus lors du débat général, pour l'attention particulière qu'ils m'avaient accordée, peu importe qu'ils se soient prononcés pour ou contre l'abolition de la peine de mort. Je ne saurais m'empêcher d'exprimer ma gratitude envers ces milliers de femmes et d'hommes du territoire de Dimblange, dans la province du Kasaï occidental, qui ne me liront probablement pas, mais qui en m'élisant député national, m'avaient permis de siéger à l'Assemblée nationale et d'y présenter la proposition de loi portant abolition de la peine de mort à la base de la présente publication. Je voudrais leur dire en langue nationale Nsangayi Wabo, Mioyo Yenu, Midiano et Tuasakidila. Le présent livre est ma réponse à une demande pressante de plusieurs dizaines de collègues députés nationaux, qui avaient sincèrement reconnu la pertinence de l'argumentation pour l'abolition de la peine de mort, et confessé n'avoir voté contre que pour des raisons ou sous des contraintes politiques. Il se veut aussi une réponse à la préoccupation de l'ensemble du peuple congolais, qui aurait bien voulu savoir comment ses représentants interprètent les dispositions constitutionnelles sur le droit à la vie et le respect dû à la Constitution, que ce peuple avait adopté par référendum en décembre 2005. En dehors du pays, sur le continent et dans le reste du monde, de nombreuses organisations et personnes physiques devraient également y trouver des éléments leur permettant d'apprécier l'importance attachée au respect des droits humains, spécialement le droit à la vie, et à la promotion du constitutionnalisme en rez-de-chaussée depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006. La proposition de loi tendant à sanctifier le droit à la vie par l'abolition de la peine de mort et à défendre la Constitution qui en fait le premier droit sacré, 5, à son article 8, n'était pas l'œuvre d'un député national isolé. Il s'agissait par contre d'une œuvre à laquelle bien des collègues membres du bureau, présidents et membres des groupes parlementaires de la majorité comme de l'opposition avaient contribué par divers conseils et suggestions. Je pense d'abord à l'honorable Nyabir Ungumwene Songa, pour des raisons données plus hautes, ainsi qu'au collègue Crispin Mutumbe, co-auteur avec lui de la proposition de loi portant mise en vigueur du statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale, CPI. Mes pensées vont également aux honorables députés nationaux Robert Ilunga Kaambala Musasa et Emery Okundji, aux sénateurs Moisen Yrugabo, sans oublier les collègues professeurs Luzolo Bambilesa, ministre de la Justice et Droits Humains, Jacques Deji Sengekeli, ancien sénateur désigné récemment vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et Akeledau, membre de la Commission de réforme du droit pénal congolais pour leurs encouragements. Je suis particulièrement heureux que l'écrasante majorité des professeurs congolais de droit constitutionnel et de droit pénal adoptent relativement la même position que moi, au sujet du respect du droit à la vie et de l'abolition de la peine de mort, après que certains aient à divers titres participé dans le passé au prononcé et même à l'exécution de la peine capitale. Je voudrais aussi remercier l'honorable sénateur Léonard Chioka-Itu, NDU qui avait gardé sa propre proposition de loi dans les tiroirs du Sénat en faisant confiance à l'Assemblée nationale qui avait déjà inscrit la mienne à son ordre du jour. L'honorable Chioka-Itu NDU avait été ministre des Droits humains, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale sous le président Laurent-Désiré Kabila, ambassadeur itinérant et directeur de cabinet du président Joseph Kabila. De nombreuses personnalités congolaises du monde politique, scientifique, politique et des organisations non gouvernementales, ONGs, de défense et de protection des droits de l'homme, quelques personnalités politiques et scientifiques étrangères, plusieurs amis et anciens condisciples à l'université, ainsi que plusieurs centaines de mes étudiants m'avaient encouragé et ce livre n'est qu'une façon de dire merci à chacun. Last but not the least, je suis reconnaissant envers Madame Thérèse Bambi Mbata, Mesdemoiselles Sarah TshimbiambomBata, Jeanne-Marie PadingaimBata et Messieurs Henri Mbangala Mbata et Sami Mangou Mbata pour avoir créé l'environnement familial sans lequel aucune production intellectuelle n'aurait pu être possible. Mes remerciements s'adressent enfin à tous ceux qui liront ce livre qui, j'ose l'espérer, continuera d'interpeller les responsables politiques congolais, plus spécialement les membres du gouvernement, du Parlement et du pouvoir judiciaire, les défenseurs des droits humains,
les différentes couches de ce que nous appelons généralement la société civile, Église, syndicats, ONGs, les spécialistes et étudiants en droit, les citoyens de la rez-de-chaussée, du reste de l'Afrique et du monde, ainsi que les personnes morales qui se préoccupent du respect et de la promotion du constitutionnalisme. Mon vœu le plus ardent est qu'ils puissent trouver ici les ressources nécessaires pour une plus grande contribution à la lutte, qui devrait déboucher sur la consolidation de la démocratie et du constitutionnalisme en rez-de-chaussée et sur l'ensemble du continent africain. Kinshasa, le 25 juin 2011. André Mbata, BETUKUMES Umangu. Professeur à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Directeur de Verloren van Temaat Centre for Public Law Studies, et professeur de recherche au Collège de droit de l'Université d'Afrique du Sud. Professeur invité à l'Université de Paris 13. Introduction. La vie et la mort constituent en fait les deux faces d'un même royaume. Si la vie donne généralement lieu à des explosions de joie, la mort qui est son termina adquem s'accompagne cependant de diverses manifestations de tristesse et est perçue comme le malheur suprême. Si l'une procède de la bénédiction, l'autre est par contre considérée comme une malédiction ou une punition divine. Très souvent, la naissance comme début de la vie se prépare dans la joie alors que la mort est ce visiteur que l'on attend le moins et auquel presque personne ne souhaite la bienvenue. Il s'agit d'un monstre qui effraie aussi bien les rois que les simples citoyens. À son arrivée, la mort n'est pas toujours ressentie de la même manière. L'on a tendance à y être insensible ou indifférent lorsqu'elle frappe le voisin ou une autre personne, mais l'on est totalement abattu lorsqu'elle frappe plutôt dans sa propre famille ou dans son entourage immédiat. La mort révolte toujours, mais se comprend plus facilement lorsqu'elle intervient de manière naturelle que lorsqu'elle est subie ou imposée. Jamais une question n'a dominé la pensée humaine, et n'a été autant discutée que celle de l'abolition de la peine de mort qui fait du reste partie de notre quête permanente d'un État plus respectueux des droits humains fondé sur le principe du constitutionnalisme. Le présent livre porte sur l'abolition de la peine de mort et la promotion du constitutionnalisme en Afrique en général, et en rez-de-chaussée en particulier. Cette introduction résume l'objet du livre, détermine ses principaux destinataires et présente son plan. 1. Objet et sujet du livre. Abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique. La peine de mort a existé et existe encore dans plusieurs sociétés. Ses origines sont cependant largement inconnues. Si la peine de mort telle qu'elle existe actuellement ne semble pas avoir une origine africaine, sa cause la plus immédiate et la plus récente se situe dans la colonisation. L'on se perdrait en conjectures à vouloir déterminer avec précision quelle société a été la première à l'établir et à l'exécuter. L'histoire de son abolition peut néanmoins se conter avec plus ou moins de bonheur depuis le XVIIIe siècle. Il en est presque de même du constitutionnalisme. Du reste, le développement du constitutionnalisme et l'abolition de la peine de mort sont intimement liés depuis le siècle des Lumières. L'abolition de la peine de mort et le constitutionnalisme en Afrique étant au cœur de cette réflexion, il importe de se pencher à ce stade sur chacun de ces trois termes qui dominent l'intitulé de ce livre, savoir l'abolition de la peine de mort, le constitutionnalisme et l'Afrique. 1.1. L'abolition de la peine de mort et la protection absolue du droit à la vie. L'abolition de la peine de mort n'a qu'un but, protéger de la manière la plus absolue le droit à la vie qui est le plus fondamental, et le premier d'entre les droits humains parce qu'il est la condition sine qua non de la jouissance et de l'exercice de tous les autres droits. 6. L'abolition de la peine de mort trouve ainsi son fondement dans le souci d'assurer le plus grand respect des droits humains, spécialement le droit à la vie. 7. Ces justifications avaient d'abord été morales, théologiques et philosophiques avant d'être politiques et juridiques. La lutte pour l'abolition de la peine de mort ou la peine capitale est vieille de près de 4 siècles. Dans Des délits et des peines 8, l'Italien Cesare Beccaria était le premier à fustiger la peine de mort en soulignant qu'elle n'était ni utile ni nécessaire. Il considérait alors la peine de mort comme une guerre de la nation contre un citoyen, et qui ne pouvait nullement avancer la cause de l'humanité. 9. Robert Badinter rapporte que le duc de Toscane, la région italienne dont Florence est le chef-lieu,
fut le premier à abolir la peine de mort en Europe le 30 novembre 1786, 10, ainsi que Badinter le souligne si bien. Il faut d'abord franchir le portique de la liberté, proclamer les droits de l'homme et vaincre la pulsion de peur et de mort pour parvenir à l'abolition, non sans difficulté ni résistance de l'opinion publique. Cette marche est à la fois longue et difficile. Elle comporte des avancées et des reculs. Partout dans le monde, l'abolition de la peine de mort est étroitement liée à la lutte pour les droits humains, le constitutionnalisme et la démocratie. Ce n'est donc pas sans surprise qu'il fallait attendre la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour que la question de l'abolition se pose aux législateurs en France. Il en fut auparavant de même aux USA, où il avait fallu attendre la déclaration de l'indépendance pour que l'on débatte de l'abolition de la peine de mort et de l'esclavage. Le combat pour l'abolition de la peine de mort dans le monde était entré dans une phase décisive après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme 12, le 10 décembre 1948, article 3, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 13, le 16 décembre 1966, article 6. La Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme 14, 1948, article 1, la Convention américaine relative aux droits de l'homme 15, 22 novembre 1969, article 4, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 16, 4 novembre 1950, article 2, la Charte européenne des droits fondamentaux 17, 2000, article 1 à 4, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 18, 27 juin 1981, article 4, protègent tous le droit à la vie même s'ils ne se prononcent pas expressément pour elle'. Abolition de la peine de mort. Il faudra attendre le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 15 décembre 1989-19, ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989-20, pour voir les pays membres de l'ONU se positionner clairement contre la peine de mort et exiger son abolition. L'abolition de la peine de mort qui s'impose de plus en plus comme une coutume internationale est confirmée par le fait qu'aucun tribunal international créé par l'ONU ne retient la peine de mort au nombre des sanctions pouvant être infligées aux auteurs de plus graves violations des droits humains que sont le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il en est ainsi des tribunaux pénaux internationaux spéciaux tels que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, 21, le Tribunal international sur le Rwanda, TPIR, 22, et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, TSSL, 23. Le statut de Rome relatif à la CPI 24, qui est une juridiction permanente, exclut également la peine de mort des sanctions pouvant être infligées aux auteurs des crimes qu'elle punit. Auparavant, la peine de mort était exclue par les conventions de Genève du 12 août 1949, 25, spécialement la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, articles 100 à 101, celle relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, articles 68 à 75, ainsi que par le protocole additionnel aux conventions de Genève 26, du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, protocole I, article 76, et celui relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, protocole 2, article 6. Au niveau régional européen, la peine de mort fut supprimée par le protocole numéro 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 27, du 28 avril 1983, article 1 à 2, et le protocole numéro 13 à la même convention relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances 28, du 3 mai 2002. Dans deux importants arrêts, spécialement l'arrêt Sering 29 du 7 juillet 1989 et l'arrêt Öcalan 30 du 12 mars 2003, la Cour européenne des droits de l'homme s'était prononcée clairement contre la peine de mort en considérant celle-ci comme un traitement inhumain et dégradant. 31. Tous les 47 États européens ont aboli la peine de mort à l'exception des apostrophes. Un seul, la Biélorussie, qui est néanmoins abolitionniste de fait à cause d'un moratoire décrété par le président de la République au mois de mai 1996. 32. L'Union européenne, UE, est à ce jour le plus grand champion de l'abolition de la peine de mort dans le monde. L'abolition de la peine de mort a même valeur de principe et constitue une condition d'adhésion à l'UE 33.
L'article 2 de la Charte des droits fondamentaux adoptée lors du Conseil européen de Nice en décembre 2000 interdit la peine de mort dans les États membres du Conseil de l'Europe. 34. Le 22 juin 2001, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe lançaient l'appel de Strasbourg, demandant à d'autres États du monde d'abolir la peine de mort dans leur législation, ou du moins de décider d'un moratoire des exécutions. 35. Sur le continent américain, la peine de mort a été abolie en droit ou en fait dans la majorité des pays, même si l'unique instrument se prononçant clairement contre la peine de mort est le protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, traitant de l'abolition de la peine de mort du 8 juin 1990. Au niveau africain, aucun instrument régional n'exclut la peine de mort. Cependant, depuis les 2 dernières décennies, la peine de mort a été abolie dans certains États africains. Toutefois, comparé à l'Europe et à l'Amérique, l'Afrique et l'Asie viennent en dernière place en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort. Cette situation s'explique en partie par la persistance et la résistance des régimes autoritaires qui tardent à mourir, ainsi que par le peu de progrès faits sur le chemin de la démocratie et du constitutionnalisme. L'histoire politique et constitutionnelle de nombreux pays où elle a été abolie témoigne du lien entre la reconnaissance des droits humains et l'exigence de l'abolition de la peine de mort 36, d'une part, et entre le maintien de la peine de mort et l'autoritarisme ou la dictature de l'autre, même si ce lien n'est pas absolu. Aucun régime autoritaire ou dictatorial n'a aboli la peine de mort qui s'accommode si bien avec l'autoritarisme et constitue l'arme la plus puissante du Léviathan. 37. Son abolition ou tout simplement le débat sur la question dénote d'un certain progrès fait dans la promotion de la démocratie, de l'état de droit et des droits humains ou du constitutionnalisme. L'historique débat sur l'abolition de la peine de mort qui avait eu lieu à l'Assemblée nationale le 18 novembre 2010 avait été rendu possible par la Constitution adoptée par référendum les 18 et 19 décembre 2005 et par de nombreux instruments de protection des droits humains ratifiés par la rez-de-chaussée, spécialement le statut de Rome sur la CPI. Il est vrai que tous les pays considérés comme démocratiques n'ont pas encore aboli la peine de mort, et ceux qui l'ont abolie ne se situent pas au même niveau de développement démocratique ou de protection des droits humains. En France, l'abolition de la peine de mort, soutenue par des patriotes tels que Duport, Mirabeau et Robespierre, fut pour la première fois dans l'histoire l'objet d'un débat passionné les 30 mai et 1er juin 1791. Le Pelletier Saint-Fargeau proposa de remplacer la peine de mort par la détention à vie. Les rétentionnistes l'emportèrent. 38. La peine de mort fut maintenue, le droit de grâce supprimé et la guillotine adoptée comme mode d'exécution. 39. La Révolution ayant mangé ses propres fils à la suite du régime de terreur qui avait suivi, la Convention décida de l'abolition de la peine de mort par décret du 4 Brumaire en 26 octobre 1795, mais ce décret ne pouvait entrer en vigueur qu'à dater du jour de la publication de la paix générale. 40 Cependant, le 29 décembre 1801, Bonaparte fit voter son maintien par les assemblées. La Révolution de 1848 proclama son abolition en matière politique, qui fut inscrite dans la Constitution de la Seconde République, mais la proposition de loi pour son abolition générale introduite par Victor Hugo fut rejetée par l'Assemblée nationale. 41. Le 3 juillet 1908, un projet de loi sur l'abolition de la peine de mort fut présenté par Aristide Briand, garde des Sceaux du gouvernement Clemenceau. Soutenu notamment par Jaurès mais combattu par Maurice Barre, ce projet de loi fut rejeté le 8 décembre 1908 par 330 voix contre 201. 42. La France attendra 73 ans pour voir le débat revenir à l'Assemblée nationale. Le 17 septembre 1981, Robert Badinter, garde de Sceaux sous le premier mandat du président François Mitterrand, présentait la proposition de loi portant abolition de la peine de mort. Après de longs débats, et comme le reconnaît Badinter lui-même, en dépit d'une opinion publique largement hostile mais grâce à la volonté politique de François Mitterrand, l'Assemblée nationale vota la loi d'abolition qui fut promulguée le 10 octobre 1981. La France devenait le 35e État membre de l'ONU à abolir la peine de mort. En 2007, sur 198 États membres de l'ONU, 129 avaient aboli la peine de mort de jure ou de facto. 43.
Pour rendre l'abolition de la peine de mort irréversible en France, l'Assemblée nationale française vota la loi autorisant la ratification du 6e protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, signé le 28 avril 1983 interdisant tout recours à la peine de mort en temps de paix. Le 23 février 2007, à l'initiative du président Jacques Chirac, l'abolition de la peine de mort était inscrite dans la Constitution de la République. Le Parlement réuni en Congrès à une quasi-unanimité amendait la Constitution, en votant la loi constitutionnelle numéro 2007-239 du 23 février 2007 interdisant la peine de mort. Avec cette loi, la victoire de l'abolition de la peine de mort était complète en même temps que se réalisait le vœu de l'abolition pure, simple et définitive, qui était celui de Victor Hugo en 1948-44. 3 points méritent d'être notés au sujet de l'abolition de la peine de mort. Premièrement, partout où la peine de mort a été abolie, l'opinion publique a été au départ défavorable. Deuxièmement, le leadership politique du chef de l'État, du chef du gouvernement et ou du Parlement a toujours été déterminant. Troisièmement, l'abolition de la peine de mort relève du développement du constitutionnalisme. 1.2. Le constitutionnalisme. Le constitutionnalisme est avec la démocratie l'un des concepts les plus discutés et les plus controversés en sciences politiques et en droit constitutionnel. 45. Il s'agit des concepts complexes. 46. SCHOCHET écrivait que la vénération du constitutionnalisme était parmi les vanités de la théorie démocratique libérale. 47. Le constitutionnalisme et la démocratie font l'objet d'une véritable vénération de la part des constitutionnalistes, des politologues et des politiciens. Les définitions sont abondantes et même contradictoires. L'on se trouve ici devant l'un des paradigmes les plus adulés, mais aussi les plus disputés. Qu'est-ce finalement le constitutionnalisme ? Demandait HENKIN 48. Ainsi que Chandler, ENSLEN et RENSTROM l'écrivaient, la précision du langage est une exigence fondamentale de toute discipline scientifique. Ceci est particulièrement vrai pour le droit. 49. Dans une thèse doctorale défendue depuis près d'une décennie et se rapportant à la marche de l'Afrique postcoloniale vers la démocratie et le constitutionnalisme, l'auteur avait tenté de regrouper les différentes conceptions du constitutionnalisme en 2 groupes, d'une part les conceptions traditionnelles et de l'autre les conceptions modernes. 50. Les conceptions traditionnelles du constitutionnalisme sont libérales, procédurales et formalistes. 51 D'. Après IHONVBERE 52 et SHIVJI 53. Dans la conception libérale, le constitutionnalisme repose sur 3 principaux piliers. Le premier pilier du constitutionnalisme est la limitation du gouvernement. Le constitutionnalisme présuppose donc la limitation du gouvernement ou du pouvoir. D'après Andrews 54, si l'on devait tenter de décrire ce concept complexe du constitutionnalisme en 2 mots, on le résumerait par gouvernement limité. Pour MOJEKWU 55, le constitutionnalisme est un mécanisme conçu par l'homme pour limiter l'arbitraire des gouvernements. Aucun gouvernement ne devrait avoir des pouvoirs illimités au point de faire n'importe quoi, et de verser dans l'arbitraire. Selon ZOETHOUT et Boone, 56. L'un des problèmes majeurs auxquels les hommes vivant en société ont toujours été confrontés est celui de la limitation du pouvoir pour éviter qu'un gouvernement ne devienne autoritaire. Charles de Ségonda, baron de la Brède et de Montesquieu, bien connu sous le nom de Montesquieu, avait pensé résoudre ce problème en élaborant le principe de la séparation des pouvoirs dans son livre L'Esprit des lois publié en 1748 et dans lequel il préconisait que le pouvoir arrête le pouvoir, pour éviter toute forme de dictature. 57. C'est cette possibilité de limiter l'arbitraire du pouvoir que traduit le concept de constitutionnalisme. Les définitions traditionnelles du constitutionnalisme reposent toutes sur la notion de limitation légale du pouvoir. Le constitutionnalisme ainsi défini est considéré comme le constitutionnalisme négatif. 58. Il tend à limiter le pouvoir du Léviathan. C'est la logique de ce qu'Ivison appelait le constitutionnalisme hobbésien. 59. Le second pilier du constitutionnalisme classique est la protection des droits individuels contre l'arbitraire du pouvoir.
Il ne saurait y avoir constitutionnalisme sans protection des droits individuels. Le constitutionnalisme négatif est procédural. Il se fonde sur des règles et des procédures de limitation de pouvoir. Le pouvoir est limité et des procédures prescrites. Le constitutionnalisme favorise l'établissement d'un État minimal 60, un État qui laisse plus de place à la liberté et aux activités individuelles. Cependant, l'État minimal... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.